Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle de tout ce qui est important dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et en cette période électorale, bien sûr, on parle à des politiciens. Cette semaine, on accueille M. Marc Maltais, qui est candidat pour devenir député fédéral dans Lac-Saint-Jean pour le Bloc québécois. Bonjour, M. Maltais. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Très bien, merci beaucoup. Donc, vous êtes quand même quelqu'un de connu, mais par hasard, pour les gens, pour les 3 personnes qui ne vous connaissent pas, ouais. C'est qui Marc Maltais? C'est quoi votre parcours? En fait, je suis content de se poser la question parce que souvent les gens ont la prétention que je suis connu, mais on me reconnaît dans un contexte de conflit de travail. Oui, c'est vrai. J'ai été connu particulièrement lorsque j'étais président du syndicat d'aluminium d'Alma en 2012 lors du lockout. Mais les gens ignorent, entre autres, que j'ai eu un conflit là, mais j'ai eu 9 autres négociations. C'était mon seul conflit. Ah. Donc, je pense que c'est intéressant de le camper aussi. Je suis quelqu'un avec qui on peut régler dans la paix, dépendamment des mandats que l'on se donne. Effectivement, en fait, je suis un gars d'Allemand. Okay. Je suis père de 5 enfants, avec la même blonde. J'ai été coach de hockey très impliqué. J'ai coaché 9 équipes de hockey en 11 équipes, pardon, en 9 ans. Okay. Très impliqué au niveau des sports amateurs. J'ai été impliqué, entre autres, dans des causes caritatives comme tel jeune, comme président d'honneur, la Fondation de l'Alzheimer de la Ségami. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup son temps. Je trouve ça sympathique. Souvent, les gens, par rapport à la réputation que je peux avoir au niveau du travail, les gens dans les commerces et centres d'achat sont toujours surpris que j'ouvre la porte. Je suis quelqu'un de commerce très agréable. OK. Je suis, mais tu es capable de négocier. Je suis capable de négocier. Oui, effectivement. Non, je ne me cache pas de mes valeurs syndicales. Mon père a travaillé à la CSN comme conseiller pendant 32 ans. Okay. Moi, j'ai eu la chance d'être impliqué avec mon père. Je me rappelle, déjà à 5 ans, il me traînait sur des lignes de piquetage, dans les congrès des syndicats. Donc, le milieu du travail, c'est quelque chose pour moi que c'est vraiment pas un mystère. Avant de savoir écrire, je connaissais déjà plusieurs enjeux économiques. Donc, essentiellement, je suis conseiller à la FTQ maintenant depuis 2 ans et demi. Okay. Je suis un progressiste de gauche. J'ai des valeurs environnementales. Donc, puis pour moi, j'ai déjà un emploi que j'adore. D'ailleurs, c'est une des difficultés que j'ai eu à prendre ma décision. Vous savez que j'ai été le dernier à embarquer dans la course électorale. Parce que j'aime mon travail, vraiment. Je vis ma passion. Je suis comme vous connaissez la difficulté pour les artistes de vivre de leur futur, du fruit de leur travail. Bien, moi, j'ai la chance de vivre ma passion, puis j'ai des bonnes conditions. Okay. D'ailleurs, la décision de venir en politique, on l'a pris nous autres en famille. Okay, c'était justement ma question. Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment tu as dit, là, c'est quoi que tu parlais avec ta famille? Qu'est-ce qui a fait « Go, le Marc, j'y vais ». Je vous dirais ma conjointe. Oui, ma conjointe, c'est quelqu'un depuis toujours, elle m'a toujours supporté puis encouragé. J'ai l'air de quelqu'un avec beaucoup d'assurance, mais je me pose des questions moi aussi. Je vous dirais qu'on n'a pas, je suis conscient que je n'ai pas la science infuse, puis sans dire que j'ai un déficit de confiance en moi. Vous savez, justement, j'ai une grosse responsabilité, comme je le disais, avec mes enfants, mes responsabilités familiales. Puis s'envoyer dans l'aventure politique, c'est quelque chose de compliqué parce que comme au niveau du syndicat, c'est pas les jobs les plus populaires. Là. Non, clairement pas. Exactement. Donc, la politique, puis moi-même, je suis un grand cynique par rapport à la politique, souvent par rapport aux politiciens. D'ailleurs, je fais campagne pour aborder les gens, je le dis régulièrement, je suis un politicien qui fait pas de promesses, pas de menteries. Là, on commence une discussion, mais moi-même, je me rappelle à l'époque, en 2015, lorsqu'on avait fait campagne à la FTQ pour se débarrasser du Parti conservateur. M. Lebel m'avait interpellé en disant, tu veux faire de la politique, mets ta face sur les poteaux. Mais c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous dirais que c'est un petit peu, M. Lebel m'a un petit peu motivé dans ma décision. Je le dis à la blague, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de respect. Je pense que dans la population ici, M. Lebel est très apprécié. Puis j'en parle, il a dit quelque chose qui m'a impressionné, puis je pense que c'est tout à son honneur, puis c'est une bonne chose. Il disait, c'est important dans la vie c'est agréable dans la vie d'être important, mais c'est encore plus important d'être agréable. Quand on a à discuter avec les gens, interagir avec eux autres, établir cette confiance-là, puis d'autre part, on ne partage pas toutes les mêmes opinions. Non. Quand on a la prétention de vouloir représenter une population, peu importe sa grandeur, je pense qu'il faut être ouvert à entendre la critique. Puis, oui, c'est sain le débat. Ça n'en prend, sinon c'est la dictature. Puis des fois, je regarde avec le mode électoral qu'on a à l'heure actuelle, j'ai l'impression des fois que c'est la dictature du plus grand nombre.
Puis ça, c'est pas sain. Dans toutes les vraies démocraties qui vivent, effectivement, ça prend de l'opposition. Comme au niveau syndical, souvent, des gens ont la prétention, en tout cas des médias plus de droite, de dire, bon, dans les syndicats, le président décide, puis dans des assemblées enflammées, on lance des mots d'ordre. C'est pas ça la vie, là. D'ailleurs, on ne peut pas, pour en parler du conflit de travail que l'on a eu, on ne peut pas obtenir des mandats de grève à plus de 90 en cognant sur la table. C'est pas comme ça que ça marche encore. C'est pas le syndicalisme d'aujourd'hui. Donc, je vous dirais, je suis quelqu'un de très familial. Je suis un amateur de petite chasse. J'aime la pêche. J'ai un camp d'ailleurs en Haute-Géraville. J'ai un chalet avec ma sœur. Tu connais bien quand même le nord du lac? Très bien, très bien. Mais en fait, puis ça, c'est une chose aussi que les gens ne connaissent pas de moi, parce que comme je viens d'un syndicat de l'aluminium, les gens me disent, bon, tu connais bien la business de l'aluminium. Moi, je viens d'un petit village. Je suis né à Bégin. OK, ben oui. Une petite communauté forestière qui est dévitalisée. Alors que j'avais, dans une dizaine d'années, sur la maison, il y avait 9 maisons sur notre rue. Il y avait seulement le boulanger qui ne vivait pas de la forêt. Aujourd'hui, il reste 2 personnes qui vivent de la forêt. Tous les gens, il y a eu une grosse mutation de l'économie. Ouais. Donc, la réalité de la crise forestière, je pense que j'en suis bien au fait. D'ailleurs, j'ai été obligé de m'expatrier pendant 5 ans pour vivre en Estrie, où j'ai travaillé chez Bombardier. Parce que ici, j'ai sorti de l'école, moi, au début des années 90. À l'époque, Cascade, l'Alcan, tout le monde, il se perdait des dizaines de milliers d'emplois sur cette période-là. Donc, la question de la rétention de nos jeunes, la rétention de nos familles, c'est quelque chose que j'ai très à cœur. D'ailleurs, mes enfants, encore j'en ai 5, j'aimerais bien qu'ils puissent vivre, pas survivre ici, bien vivre ici, pour, comme grands-parents, être capables de les avoir à proximité de moi, puis garder ce contact-là. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi, puis une des raisons de mon implication en politique. J'aurais pas pu le faire il y a... En fait, j'ai été approché en 2015 pour faire de la politique, pour me lancer dans la campagne fédérale. Je n'avais pas les outils pour le faire. Là, tu considères que là, tu es rendu là? Tout à fait, oui. Bien, depuis 2 ans et demi, en fait, depuis la campagne, avec mon travail à la FTQ, j'ai siégé sur plusieurs conseils d'administration. Je suis devenu un acteur socio-économique. J'ai participé d'ailleurs au sommet économique organisé par M. Couillard, donc dans la région. D'ailleurs, j'étais le seul interlocuteur pour représenter tout le monde syndical. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai appris à connaître et eux aussi ont appris à me connaître. Je dirais que des présidents de chambres de commerce ou des femmes d'affaires, des Premières Nations qui me disent « Finalement, t'es pas si pire que ça. » Parce qu'il y avait eux autres aussi la perception que j'étais quelqu'un d'inflexible. Oui, c'est l'image, effectivement. Donc, mais en participant, entre autres choses, sur les comités, même avec le gouvernement, entre autres, on travaille beaucoup ici dans la région sur l'adéquation, formation et besoins de main-d'œuvre dans le cadre du Conseil régional des partenaires du marché du travail, qui implique le monde syndical, oui, le monde agricole, le monde forestier, des patrons, des chambres de commerce, puis le gouvernement. Donc, j'ai une connaissance aujourd'hui qui me permet de me lancer en politique avec l'assurance que je n'irai pas nuire. Oui, tu es là pour aider. Je suis là pour aider, oui. Puis, on va en parler du gouvernement. Quel bilan tu fais des 9 années qu'on a eues de gouvernement conservateur et des 2 années de gouvernement libéral? Comment tu regardes ça, toi, de ta chaise? En fait, comme progressiste, les 9 années du gouvernement conservateur, je les ai trouvées très difficiles. Le Parti conservateur, d'ailleurs, ne s'en cache pas, avait un agenda antisyndical. On l'a vu, entre autres, avec toute la question de ce qu'on appelle la clarté par rapport aux cotisations syndicales, la déclaration des lourdeurs administratives qui ne visaient essentiellement que de donner aux patrons l'état de nos forces, connaître c'est quoi nos moyens de faire face, entre autres avec nos fonds de grève. Je dirais qu'on a eu toutes ces années-là, on n'a pas été capable au niveau de nos fédérations canadiennes de rencontrer le gouvernement de M. Harper, alors que les lobbies religieux ont réussi à avoir plus de 300 rencontres. Jamais le président du Conseil du travail du Canada n'a réussi à rencontrer le premier ministre du Canada. Donc, il y a eu un schisme entre l'appareil gouvernemental et le monde syndical. Puis quand je parle du monde syndical, je me rends à englober le monde du travail au complet, parce qu'effectivement, au Québec, on a 39 de gens qui sont syndiqués, mais on est la voix souvent des non-syndiqués qui ne sont pas organisés. Oui, quand vous gagnez des points, bien, ça fait monter la qualité de vie des autres travailleurs aussi. Là. Oui. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Même le Fonds monétaire, qui est assez de droite, merci, il reconnaît que les syndicats ont participé de manière très efficace à réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Donc, les gains syndicaux, effectivement. Puis souvent, les gens nous disent, bon, dans les années 70, les syndicats, c'était bon. Les gens se rappellent de ces années-là où le corporatisme syndical n'était pas le seul enjeu. On parle au niveau de l'assurance-emploi, au niveau de plusieurs mesures sociales. C'est les syndicats qui emmenaient ça.
Je pense qu'aujourd'hui, je parlais du bilan des conservateurs, mais le syndicalisme aussi a changé, puis avec des campagnes plus sociales. Je pense qu'on veut retrouver ces lettres de noblesse-là. Donc, au niveau du conservatisme, je ne parlerai pas de M. Lebel, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est à l'écoute de la population. D'ailleurs, nous savons qu'au niveau de la Chambre des communes, il a fait du travail pour la circonscription, c'est bien, bien clair. Donc, je parlerai au niveau des conservateurs en global. Ça n'a pas été des très belles années avec une industrie essentiellement qui favorisait les provinces de l'Ouest. Ils ont réussi à démontrer qu'ils pouvaient gouverner sans le Québec. Puis je pense qu'ils en ont profité. Ils en ont profité. Puis rapidement, sur les 2 ans libérales dont on est encore dedans. Des belles choses. De ramener l'âge de la retraite de 67 à 65 ans. Je ne le cache pas, d'ailleurs, je l'ai dit dans ma tournée. Avoir été au Parlement, j'aurais voté pour ça. C'est une très bonne mesure. D'arrêter les attaques inutiles et stériles contre les syndicats. Ils ont ramené ça avec c'était des gros billes omnibus, comme on appelle. Oui. Là. Ils ont ramené ça pour vous dire, effectivement, c'était un aveu que c'était juste pour nuire aux syndicats. D'ailleurs, M. Trudeau, il a fait une bonne chose. Même dans sa campagne, il a rencontré les travailleurs. Oui. Je trouve ça très, très bien. Cela dit, ce qui me déçoit, c'est les promesses rompues. Donc, je parlais tout à l'heure du système électoral que l'on a. M. Trudeau s'était engagé à changer le mode électoral, pas de faire une consultation. Un système électoral qui qualifiait lui-même de dépassé, antidémocratique. J'étais d'accord avec ça. On parlait tout à l'heure de l'opposition. Il faut l'entendre, l'opposition. Les consultations où j'ai participé, d'ailleurs, Mme Karine Trudel à Jonquière, du NPD, avait organisé d'ailleurs, c'était la seule dans la région à organiser une consultation là-dessus. Les gens en ont des idées par rapport à une proportionnelle mixte. Les gens en ont des solutions parce que c'est un consensus que le modèle que l'on a à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il est dépassé, c'est anachronique. Là. Donc, les gens ne s'étaient pas fait promettre une consultation, mais des changements fondamentaux. Alors que le gouvernement Trudeau nous dit aujourd'hui, c'est parce que les gens voulaient une refonte du modèle parce qu'ils n'aiment pas le conservatisme. Ça allait plus loin que ça. Donc, c'est pas les premiers à le promettre puis à le faire. Effectivement, d'ailleurs, pour amener les discussions avec les gens, c'est ce que je dis. Moi. Je ne fais pas de promesses. D'ailleurs, je vais être à l'opposition. Je n'aurai pas le pouvoir, moi, de faire des changements. Je ne changerai pas l'exonération de la terre. Là. Mais on va en parler justement de ça. Parce qu'on sait, le Bloc québécois, c'est souvent la critique qu'on leur fait. Ouais, mais pourquoi je voterais pour toi? Tu ne seras jamais au pouvoir. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, mais c'est important, je pense. Bien, effectivement. Puis je dirais que c'est une Christie de bonne raison de voter pour moi parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit au gouvernement qu'à l'opposition pour faire valoir des droits. Vous savez, moi, là, si je suis élu, puis je pense que je vais l'être, arrivé comme député du Lac-Saint-Jean, là, je vais déjà être au top, on peut dire, de la hiérarchie politique au Bloc. Je ne peux pas aspirer à être ministre, ça n'arrivera jamais. Est-ce que je peux être... je peux pas me faire corrompre, me faire promettre quoi que ce soit? C'est vrai, je ne suis pas au pouvoir. Par contre, c'est une chose qui est sûre. On parlait peut-être, du dossier forestier. Moi, là, mes intérêts à moi, c'est les intérêts de défendre les gens d'ici. Je n'aurai pas à faire des compromis pour les provinces de l'Ouest, pour la Nouvelle-Écosse, pour l'Ontario. Non. Le Lac-Saint-Jean d'abord. Si les gens ont la perception qu'il faudrait voter du bon bord, puis c'est un mythe, parce qu'on parlait tout à l'heure du bilan des conservateurs. Après 9 années au pouvoir, autant au niveau fédéral que provincial, on a toujours, dans les 10 villes les plus pauvres au Québec, 3 dans la circonscription. S'il y avait des retombées positives d'être du côté du pouvoir, on le saurait, on s'en rendrait compte, on le constaterait. Ce n'est pas le cas. Donc moi, ce qui me motive, la pertinence du Bloc est encore là. D'ailleurs, on regarde avec les chicanes fratricides au niveau du mouvement indépendantiste. Oui. Là, on a une fusion d'Option nationale, Québec solidaire, le PQ. Il y a de l'émotion. Le débat référendaire n'est pas terminé. D'ailleurs, le dernier référendum, on l'a perdu parce que les enquêtes l'ont démontré. On s'est fait voler le référendum. Je suis persuadé, moi, quand j'ai ce rêve-là, j'y crois, qu'un jour, on va l'avoir, notre pays. Un jour, on va être assis là, à l'ONU comme une véritable nation, au même titre que toutes les autres. On va pouvoir se défendre et revendiquer nos propres droits. Autant au niveau, je parle de l'ONU, mais je regarde à l'heure actuelle avec les négociations de l'ALENA. Ben oui, on va en parler parce que, oui, il y a 2 points dont je voulais parler. Donc, la gestion de l'offre en agriculture puis la crise forestière. Oui. 2 points qui ont un lien direct avec la renégociation de l'ALENA. Qu'est-ce que tu peux faire comme député pour aider la circonscription? Bien, comme député, en fait, ce que j'aimerais, dans un Québec indépendant, d'abord, le modèle forestier québécois, c'est notre 4e crise forestière que l'on vit. Oui. Avec la modification du régime forestier québécois, on s'est protégé contre toute poursuite. Parce que, dans le fond, les allégations des Américains, c'était que notre forêt, vu qu'elle était publique, était d'une manière ou d'une autre subventionnée, puis ainsi de suite. Mais là, on a mis ça, dans le fond, c'est aux enchères. Le véritable prix de la ressource, il est là.
Maintenant, les États-Unis ont fait une plainte basée sur ce qui se passe en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Colombie-Britannique. On est tous dans le même bateau, là. Alors qu'on a des modèles très différents. Dans un Québec souverain, on préfère valoir ces choses-là. Dans un Québec souverain, on n'aurait pas à convaincre le fédéral que, bon, le Québec, comme on a un système, un régime forestier qui est différent, on devrait être reconnu, mais le fédéral nous tasse. Dans le fond, ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'on vive les contre-coups de d'autres régimes ailleurs dans le Canada. Donc, comme député du Bloc québécois, c'est de faire valoir ça, la différence du Québec dans le Canada, puis dans le fond, notre importance à cette table de négociation-là. D'autre part, l'ALENA, avant l'ALENA, on en avait des traités de commerce internationaux. Oui. On avait, d'ailleurs, je me rappelle, dans les années 80, quand on a introduit la première négociation sur le libre-échange, l'inquiétude des syndicats, particulièrement, qui sont outils en matière économique, c'était de dire on va détruire le secteur manufacturier. C'est arrivé. Oui. On sait aujourd'hui. Oui, clairement. Donc, effectivement, moi, je pense que dans cette négociation-là, si le Québec ne trouve pas son compte, d'ailleurs, les syndicats le disent aujourd'hui, on serait mieux de se retirer de ces négociations-là. Une négociation, d'ailleurs, M. Trump, on trouve qu'il est agressif en disant « America first », autrement dit, les États-Unis en premier. C'est le représentant des États-Unis. On ne peut pas en attendre moins d'un chef d'État. Pourquoi on n'agit pas comme ça, nous autres? Dire le Québec en premier. Oui. Donc, en ce qui me concerne, c'est très certain que ce dossier-là est d'une priorité capitale. OK. Au niveau de la gestion de l'offre, ta position, est-ce que c'est de garder la gestion de l'offre comme elle est là au niveau de l'agriculture? D'une manière intégrale. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir, lundi, il y a 2 semaines, d'être à la Chambre des communes. Puis mon confrère Xavier Duval l'a apporté une motion unanime, de dire que là, il ne faut pas changer le modèle le modèle de gestion de l'offre, de le garder intégralement. Donc, le gouvernement canadien s'était voté de manière unanime, ne peut plus reculer. Vous parlez de la pertinence du Bloc, c'est celle-là, la pertinence du Bloc. Même si on est moins nombreux, on est encore capable d'amener des bonnes idées. Puis, on parle de gestion de l'offre au niveau du lait, de la volaille et des œufs. Ce système-là a permis au Québec, au Canada plus largement aussi, là, de s'assurer d'avoir des produits frais, de très bonne qualité, puis de faire vivre les gens d'ici. Oui. Des pays où ça a été enlevé, si on parle, mettons, comme la France ou la Nouvelle-Zélande que j'ai visité. En France, qui ont enlevé ce système de gestion de l'offre-là, en France, les producteurs ont vu leur profit brut diminuer de 25 %. En Nouvelle-Zélande, c'est jusqu'à 50 %. Oui. Je le dis en point de presse d'ailleurs sur la Chambre des communes, si ce système de gestion-là est altéré, c'est à court terme des fermetures, des entreprises qui ne vont pas partir, parce qu'on ne peut pas délocaliser. Oui. Ils vont mourir. Donc, ça va vraiment nuire non seulement à l'économie, mais à la rétention des gens d'ici et de cette industrie-là, qui est la plus importante au Canada, il faut se le rappeler. Là. Puis souvent, les producteurs le disaient cette semaine, c'est un secteur économique que l'on prend pour acquis. D'ailleurs, dès la colonisation, ça a été le secteur le plus structurant. Puis encore aujourd'hui, on pense toujours que de crise après crise, ils vont survivre. Ils sont vraiment en danger. Les inquiétudes des producteurs fromagers, laitiers, les producteurs forestiers sont très grandes. En tout cas, en ce qui me concerne à moi, c'est vraiment un des sujets qui est capital dans le prochain mandat, puis à long terme. Oui. Tu en as parlé un peu, les jeunes, on sait qu'on a un déficit démographique, puis que l'exode des jeunes est un grave problème. Même on parle maintenant aussi d'exode chez les personnes plus âgées, oui. Qui vont souvent retrouver leurs enfants à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les jeunes en région? Je crois que des solutions sont économiques. Elles ne sont pas seulement culturelles. Les gens ne quittent pas. Encore moi, comme jeune, ce n'est pas l'attrait des grands centres qui m'a amené là. C'est que j'avais faim. Oui. J'avais faim. Je suis pogné entre deux cuves. J'ai connu la pauvreté, j'ai connu la misère, le cycle infernal, travail saisonnier, chômage. J'ai même été sur le bien-être social. Donc, je peux me placer en situation des gens qui ont dû partir. Ça prend de l'emploi ici. Vous savez, on a la plus grande réserve de forêt boréale au monde. C'est au nord de notre circonscription que l'on a. Je ne peux pas comprendre ni accepter qu'on est assis sur une richesse aussi grande et qu'on n'en tire pas tous les bénéfices. Oui. Moi, je pense qu'on devrait avoir une stratégie manufacturière pour modifier notre régime qu'on a à l'heure actuelle. Parce que, bon, on a des grands producteurs, pour ne pas le nommer résolu. Maintenant, c'est l'entreprise privée qui décide où est-ce qu'on va et comment on y va. Faut reprendre ces leviers-là. Au lieu d'investir dans le pétrole, des sables bitumineux, pourquoi pas s'occuper de production de biocarburants avec les branches et la masse forestière qui est pour c'est renouvelable, là. Qui est renouvelable, effectivement, puis qui, d'une manière ou d'une autre, crée des gaz à effet de serre. Donc, il y a plusieurs secteurs de l'économie qu'on devrait stimuler comme ceux-là. Malheureusement, lors de la conférence environnementale qu'il y a eu à Paris, la COP 21, le gouvernement du Canada a dit, bon,
on s'est donné des objectifs, mais il n'y a pas de plan de transition. Je parlais tantôt d'un modèle qui ne marche moins bien, mettons dans les séries. On ne peut pas dire à quelqu'un, lâche ta job dans les séries, là, on va changer l'économie. Ça prend des mesures de transition. Sinon, on se ramasse en porte-à-faux, on peut dire, avec les nécessités environnementales et les besoins économiques. Donc, en ce qui me concerne, on devrait vraiment diversifier ces secteurs-là. J'ai regardé des belles initiatives, entre autres à Latuc, sur les biocarburants, j'en parlais tout à l'heure. J'ai visité d'ailleurs dans le cadre de mon travail des très belles usines à Chibougamau, Barrette-Chapelle et puis Chantier Chibougamau, où on fait de la production, de la culture de l'arbre jusqu'à des poutres laminées. C'est total. Donc, je pense qu'on a une belle ressource. D'ailleurs, je crois qu'on sous-exploite la forêt. On regarde ce qui se passe avec M. Fabien Girard, qui est biologiste, là, qui est associé à la coopérative de Gérardville. Tous les sous-produits de la forêt, la cueillette des champignons, ces choses-là, on pourrait faire mieux. C'est une richesse qui est très grande. Effectivement. Puis en plus, on a le savoir ici. Ça fait partie justement d'un des enjeux, la centralisation. Nous sommes les experts de notre territoire. Oui. Pourquoi ça se décide à Québec, puis à Montréal, qu'est-ce qui va se dire, ou encore pire, ou à Ottawa, comment on devrait exploiter la forêt et nos ressources plus généralement? Le même problème avec le dossier du caribou forestier. On a des plans de rétablissement qui vont être imposés par le fédéral. On accepte de nous écouter, mais on met de la pression sur les... Alors qu'on n'en s'entend même pas sur l'état réel des aires de caribou. Donc, en ce qui me concerne, pour en revenir aux jeunes, parce que les personnes âgées vont rejoindre, vous le disiez, leurs enfants. Il faut garder les jeunes ici. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir revenir dans la région. J'étais un employé de la construction. Lors de l'ouverture du chantier de l'usine d'Alma de Rio Tinto, c'est ce qui m'a ramené ici. Des grands projets, ça nous permet d'avoir une économie plus forte et de maintenir les gens chez nous. As-tu d'autres priorités? Qu'est-ce que tu voudrais mettre de l'avant si tu deviens député de Lac-Saint-Jean? En fait, la réappropriation de la politique. Ouais. Vous savez, lors de ma tournée, là, j'ai rencontré des gens en colère, des gens choqués, qui ne croient plus aux politiciens. Mm-hmm. Puis je pense qu'à juste titre, moi-même, je disais tout à l'heure, je suis un cynique, donc j'aimerais beaucoup ça que les gens s'y intéressent. Mais pourquoi s'intéresseraient à ça si on ne les consulte pas? Si on leur fait des promesses que l'on va briser? Pas juste les consulter, les écouter ce qu'ils ont à nous dire quand on les consulte, parce qu'on a vu des consultations qui finissent sur les tablettes. Là. Bien, en fait, on parlait de celle du gouvernement Trudeau, entre autres. Je parlais de la consultation sur le mode de réforme électorale, la consultation sur la livraison du courrier à domicile. M. Trudeau n'avait pas promis une consultation, mais de le rétablir. Mm-hmm. Donc, quand on fait des promesses, il faut faire attention parce que l'on crée des attentes. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est, dans le fond, c'est un petit peu la poursuite de ma vie au complet. J'ai un engagement, je n'ai pas de promesse, j'ai un engagement. Demeurer les représentants du monde. Ça fait 25 ans, moi, je suis militant syndical. J'ai toujours représenté les gens. Puis, je l'ai appris à la dure. Si on s'éloigne de notre base va nous lâcher. Vous le disiez tout à l'heure, je suis un négociateur. Dans l'élaboration d'un rapport de force, ça prend une base solide qui est consultée puis qui est mobilisée. Quelle est la légitimité des gens pour qui que tu représentes, en fait? Là? Tout à fait. D'ailleurs, je suis entré le dernier dans la course. C'est une des raisons pourquoi j'ai rentré si tard. Je voulais m'assurer qu'au Bloc québécois, on ne m'imposerait pas de ligne de parti. OK. Moi, j'ai des valeurs, je suis indépendantiste, mais les valeurs du Bloc, il me plaît, là. Mais ça peut arriver que sur l'ensemble d'un programme, il y a des choses que je sois moins à l'aise ou ainsi de suite. Moi, je ne veux pas être le vendeur d'un programme. Oui. Moi, là, je vais être le représentant de Lac-Saint-Jean, non seulement au Bloc québécois, mais à la Chambre des communes. C'est ça que je veux être. Donc, que les gens, là, sachent que mon député, mon représentant, il va m'écouter. Puis qu'est-ce que je veux, là? Il va l'amener là-bas. Ça me rendrait bien fier. Maintenant, il reste juste 2 ans dans le prochain mandat. C'est une fin de mandat, là. Je n'ai pas la prétention de tout virer ça de bord, ça ne marchera pas de même. C'est des changements de culture qui sont très longs à faire. Oui. Ça a pris plusieurs années à inculquer ce cynisme-là dans la population. Je pense que ça va prendre plusieurs Marc Maltais et plusieurs années pour que les gens se réapproprient ça. Mais réussir ça, là, ça serait vraiment fantastique. Oui. Tu te sens d'attaque? Bien, parce qu'on dit aussi que quand on rentre en politique, ça prend à peu près 2 ans avant de se faire à peu près tout c'est un gros bateau, là, puis c'est extrêmement complexe. Fait que toi, quand tu dis j'embarque là, tu n'embarques pas juste pour 2 ans. Là. Tu seras là à la prochaine élection. Bien, en fait, même, je vous réponds je suis. Ça fait plusieurs années que j'y pense, mais à cause j'ai un contexte familial aussi. Mm-hmm. Vous savez, mon bébé, j'ai 5 enfants, mon bébé a seulement 9 ans. Là. Ouais. Donc, je suis d'ailleurs le plus jeune dans la course. J'ai un contexte familial qui est différent. Mais effectivement, c'est à long terme que je vois ça. Et puis, d'où la pertinence de voter pour moi. Je vous parlais tout à l'heure du vécu que j'ai aujourd'hui. Ça ne me prendra pas 2 ans à être bon, là. Oui. Moi, le 24 octobre, le lendemain de l'élection, t'es prêt? Je suis prêt parce que j'ai participé aux grandes consultations. D'ailleurs,
vous avez vu, je n'ai pas fait d'annonce. Je n'ai pas été voir les agriculteurs pour leur faire des annonces et des engagements. Non, je suis allé voir les agriculteurs pour qu'ils me demandent qu'est-ce qu'ils voulaient. Ouais. Mais je n'ai pas eu grande surprise parce qu'en ayant participé au sommet économique régional, je les ai entendus, les mémoires que les producteurs, que les femmes d'affaires nous ont envoyées, que les Premières Nations, je les ai lus, j'étais sur le comité aviseur. Donc, je sais déjà, j'ai un livre de recettes. D'ailleurs, je n'ai pas le super pouvoir de tout connaître, tous les dossiers, là. Ceux qui prétendent ça, là, mais c'est des menteurs. Oui. On ne peut pas être bon dans tout. Là. Donc, moi, j'ai cette humilité-là de savoir ce que je ne connais pas, puis d'aller chercher les ressources. Donc, la pertinence de voter pour moi et le Bloc québécois, c'est celle-là. C'est que le 24, vous allez avoir un député qui va être capable d'entrer dans le jeu politique, dans l'arène politique, avec tous les outils nécessaires. Ma dernière question, elle est simple et en 2 parties. OK. C'est déjà compliqué. Oui. Pourquoi les gens devraient aller voter le 23 octobre prochain? Et pourquoi ils devraient voter pour Marc Maltais? Ou autrement dit, qu'est-ce qui te rend extraordinaire? Oui. En fait, les gens devraient aller voter parce que, comme le disait M. Lebel, si tu veux t'impliquer, si tu veux avoir le droit de critique, il faut s'exposer dans la vie. On a la chance de ne pas vivre en Catalogne. Vous avez suivi les derniers événements. Là. Des gens qui pacifiquement voulaient voter ont été matraqués, ont été battus, des personnes âgées tirées par les cheveux, des membres cassés pour exprimer un droit qui est légitime, le droit de déterminer son avenir. Les élections partielles, malheureusement, il y a un taux de participation qui est quand même assez bas. J'espère, en tout cas, en ce qui me concerne, d'avoir réussi à avoir... Je n'ai pas serré 10 000 mains, mais les mains, j'ai eu des discussions, des belles discussions. J'espère avoir suscité ce goût-là. Donc, les gens, là, je vous dirais, si vous ne voulez pas voter, là, bien, vous allez être pris pour les 2 prochaines années de vous abstenir de parler. Donnez-vous un droit de critique. Okay. Oui. Puis de voter pour moi, c'est pas compliqué. C'est de voter pour l'authenticité. Je le dis d'entrée de jeu, là, je ne fais pas de promesses, je ne fais pas de mensonges. L'engagement que j'ai, là, c'est de demeurer le représentant des gens. Vous voulez que le Lac-Saint-Jean soit représenté là-bas à Ottawa? Puis pas l'inverse. Je ne veux pas qu'Ottawa soit représenté ici. Là. Mais si vous voulez quelqu'un qui est capable de porter votre message, allez-y. D'ailleurs, ceux qui m'ont connu dans le contexte du lockout, la plus grosse compagnie minière au monde, je suis quelqu'un de coalition. Je ne suis pas là pour me chicaner. Là. Vous savez, bon, étant indépendantiste, je n'ai jamais caché mon adhésion au Parti québécois. Vous savez, je ne suis pas un libéral dans la famille politique provinciale, mais M. Couillard, j'ai toujours travaillé avec lui. Moi, je respecte la démocratie. M. Couillard a été élu. Je vais travailler avec lui. Avec M. Cloutier, je vais travailler avec lui. Déjà que le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a pas un gros rapport de force dans le Canada, si en plus on chicane pour des questions de partisanerie, c'est les gens qui vont payer pour ça. Donc, si vous voulez quelqu'un de constructif, de positif, pas un cynique, votez pour Marc Maltais, votez pour le Bloc. Bien, merci beaucoup, M. Maltais, d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir. Très agréable comme échange. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine.